Ok, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter rapidement le tutoriel, en tout cas de le réaliser avec vous, le tutoriel officiel qui est disponible sur angular.io, qui consiste à réaliser un site web qui va permettre de gérer une liste de héros, un héros qui a un ID, un nom. Donc on va avoir des listes de héros et différents composants qui vont permettre de passer d'une vue à une autre. Donc au niveau du démarrage du projet, on va utiliser Angular CLI, qu'on a donc installé dans la vidéo précédente. Et on va donc utiliser cette commande ng-new pour créer un nouveau projet et le nom du projet. Donc, on va passer tout de suite sur Visual Code. Je vais ouvrir ici un terminal. Je vais me positionner dans un répertoire qui va bien. Et on va exécuter la commande ng-new Angular store of heroes. Et c'est parti. On prend les paramètres par défaut. Donc ici, le CLI va configurer l'environnement de travail pour un projet Angular, va créer tout un ensemble de fichiers, de structures déjà configurées, et démarrer notre projet, notamment ici on le voit avec un répertoire source app dans lequel il va y avoir déjà un premier composant Angular qui va être créé. Autre commande qu'on va utiliser donc une fois que l'installation sera terminée, ce sera la commande ngserve, qui va permettre d'exécuter un serveur web et donc permettre de rendre disponible le résultat du projet, donc par défaut sur le port 4200. Alors l'avantage de ce petit serveur, c'est que il va inspecter en fait en continu les modifications qui sont réalisées sur les fichiers, reconstruire l'application et la rendre automatiquement disponible. Donc en gros, on va avoir une actualisation permanente des modifications qui vont être réalisées. Donc c'est quelque chose d'assez pratique. Donc ici, on est OK. On va donc se positionner dans le répertoire en question et exécuter donc la commande ngserve, au moins open, tout simplement pour forcer le navigateur à l'ouvrir directement. D'ailleurs, du coup, mon navigateur par défaut c'est serve. Et voici en fait le projet de base qui est fourni avec le CLI lors de l'installation d'un nouveau projet. Alors on va voir maintenant concrètement comment ça se passe au niveau du répertoire. Ici, donc tout d'abord on va noter le répertoire package.json qui est en fait le fichier de dépendance des différents modules pour Node.js, donc spécifique à Angular évidemment. Ici, tsconfig, c'est le fichier de config pour un projet TypeScript avec des options de compilation. On a ensuite donc le répertoire src dans lequel on va retrouver donc notre application. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire notamment? On va trouver un fichier donc index.html qui est vraiment finalement la page HTML pour le rendu. Le fichier main.ts qui est le point d'entrée dans lequel on va déclarer un app module en bootstrap module justement. Donc c'est le module sur lequel notre application va démarrer, en tout cas le niveau le plus haut dans lequel on va référencer les différents composants, modules qui vont être disponibles pour notre projet. Et vous avez ici donc un répertoire app qui est en fait un composant qui a été généré par défaut. Justement en fait dans app module, voilà, on va voir qu'il est ici déclaré en fait, ce app component. Donc un composant va comprendre un fichier TS, un fichier HTML et un fichier CSS. Donc ici le fichier TS c'est une classe TypeScript classique finalement, qui va comprendre un décorateur par contre spécifique à Angular, ici, un décorateur qui ici est component. Et celui-ci va justement définir eh bien, le select term, c'est-à-dire que le nom CSS qu'on va utiliser dans le code HTML pour pouvoir utiliser notre composant, et la page HTML associée, sa feuille de style. Ici donc le fichier HTML en question, donc c'est le rendu qu'on a vu précédemment, donc ici on va le simplifier, on va juste se contenter de conserver le titre. Vous voyez, welcome to title, et en fait le title c'est ici un attribut de la classe qui est tout simplement directement bindé avec l'expression accolade. Donc ici on va tout simplement changer juste pour l'exemple
fais un CTRL S et donc si on actualise, voilà. Welcome to example. Par contre, on a gardé les fichiers précédents tout simplement parce que ma page HTML n'a pas été sauvegardée. Donc moi, ce que je fais par défaut ici, c'est que je vais faire l'autosave en fait. Souvent, c'est beaucoup plus pratique, surtout si on, si on est dans un contexte où on fait de la consultation assez régulière, comme on passe rapidement d'un fichier à un autre, au moins la solution elle est tout le temps à jour. Enfin moi c'est comme ça que je travaille, mais après chacun évidemment a ses habitudes. On va poursuivre donc le tuto. Et donc on va passer à Zero Editor. Donc là ici en fait on nous demande tout simplement de générer un nouveau component. Donc avec la commande ng generate component et le nom du composant. C'est ce qu'on va faire ici. Donc ici je ouvre un deuxième terminal. Donc ng generate, on peut le résumer par G. Et comme on génère un composant, on peut aussi le simplifier par C. Donc ici c'est ce que je vais faire, donc je crois que c'est avec un S. C'est parti. Voilà, donc dans le répertoire app, on va voir apparaître ici heroes, donc, qui est donc un nouveau composant. On va poursuivre. Donc ici, voilà, il nous rappelle qu'il y a plusieurs fichiers qui sont générés. Ici, il nous demande de créer un attribut de la classe hero qui va comprendre le nom d'un héros en fait. Et en l'occurrence, c'est Windstorm. Virgule. Et dans le HTML de ce composant, on va juste afficher donc le nom du héros. Donc ici, je vais juste conserver ça. Donc on va mettre la double accolade, qu'on appelle aussi moustache. Et on va directement donc mettre le nom. Donc c'est le nom de l'attribut qui est utilisé ici dans notre composant. Voilà. Deuxième chose. Deuxième chose, maintenant on va modifier le composant app, qui est le composant sur lequel l'application démarre, pour juste mettre le titre et intégrer donc le nouveau composant que je viens de créer. Le nouveau composant, ici on voit son sélecteur, c'est app-heroes. Donc dans app, le composant app ici, ts, c'est la vue. On va modifier donc juste ici le titre, ça c'était ok. Et on va ajouter donc le fameux composant app-heroes. Ne propose pas, mais c'est pas grave. App heroes. Alors quand on a ajouté ici ce composant heroes qu'on a généré avec le CLI, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été automatiquement ici référencé dans app module. Ce qui permet effectivement à l'application de connaître ce composant. Puisque tout démarre d'ici, ensuite on passe sur le composant app qui lui-même va charger du coup ici un deuxième composant. Donc si on regarde le résultat, logiquement, voilà, on a toujours le titre, example, par exemple, et ici juste le nom du héros qu'on affiche. Donc c'est ok. Alors maintenant on nous demande de créer un héros un peu plus structuré. On va passer en fait, voilà, on va créer. Voilà, il nous demande de créer une classe, ok, j'avais pas vu, ici, ok, ça marche. Donc au niveau app, on va créer un nouveau fichier, hero.ts, qui va en tête juste une classe exportée pour être disponible dans l'ensemble du projet, qui va comprendre donc deux attributs, un ID et un nom. Et ici, au niveau de app, non, ils veulent le créer, ok, au niveau de heroes, ils veulent créer donc un héros à partir de cette classe. Donc là, vous voyez que la classe elle n'est pas connue. Donc sur Visual Code, ce qui est bien, c'est que on a possibilité ici directement de corriger ça en faisant l'importation. Donc une importation qui va se baser sur l'endroit où est enregistrée la classe héros. Et donc là, en l'occurrence, moi je l'ai mis directement au niveau app, donc à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on a le point slash devant le nom de la classe. Donc c'est ok. On continue. Donc là, la différence, c'est qu'on va modifier la vue heroes pour prendre en compte cette modification et afficher les deux champs. C'est au niveau de la vue. Donc ici, on reprend hero name, détail, id et name. Bon, pour l'instant ça va, puisqu'on n'a qu'un seul héros.
et on va donc afficher juste ça. On sauvegarde, logiquement, voilà, on a du coup maintenant cette nouvelle vue, example, voilà, etc. On va regarder ce qu'ils veulent maintenant faire. Là, on va utiliser une autre fonctionnalité d'Angular qui est ce qu'on appelle les pipes. Donc les pipes, ça permet un petit peu comme sur Linux de réaliser une action supplémentaire en fait sur le contenu qui est ici précédent et sur une fonction qui va être détaillée dans une autre fonction en fait. Donc là ici on va utiliser un pipe qui permet tout simplement de rendre en majuscule les lettres qui sont passées dedans. C'est ok, on va faire ça donc ici, ça se fait au niveau du composant heroes dans sa vue et sur le nom. Donc comme c'est quelque chose qui va être interprété, hein, on va laisser ça au niveau des doubles accolades. Si évidemment je le mettais ici, il ne serait pas interprété par... il serait considéré comme du texte finalement de ma page HTML. Pas grosse modification si ce n'est ici, donc on met tout en caps lock. Ok. Alors une autre mécanique qui va nous présenter tout de suite, c'est la possibilité d'éditer. D'éditer avec un système de binding, c'est-à-dire que la valeur qui sera dans le champ texte sera égale évidemment à ce qui est ici dans le champ de ma classe, mais à la fois si je modifie le contenu du champ de saisie, eh bien je vais automatiquement mettre à jour la valeur dans ma classe. Donc c'est cette notion de two-way binding. Donc ici, pour ça on va utiliser donc ce template de formulaire, donc avec crochet ngModel entre parenthèses et la valeur qui va être bindée. Donc ça, on va donc le remplacer ici au niveau du nom. Ok. Alors par défaut, si on fait ça, on va avoir une erreur. Donc en F12 sur le debug, on va voir que ici on a un problème avec ngModel qui n'est pas connu. Donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir importer, donc je pense qu'ils doivent le signaler après. Donc effectivement, ici dans un pp module, on va donc importer le module forms modules qui va permettre donc d'utiliser ces fonctionnalités. Donc ça va se faire ici. Et ce module, on va devoir le déclarer, enfin l'importer ici. Donc c'est forms module, voilà. À partir de là, ça devrait être bon. Ou pas. Non, c'est ok. Voilà, donc effectivement, on a la possibilité de modifier. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a bien ce binding, parce qu'en fait, juste ici, on a le nom qui est directement lu au niveau de la page. Et lorsque je le modifie, eh bien, il se met à jour également à ce niveau-là. Donc ça prouve bien qu'on est bien bindé avec le champ. Alors ensuite, on va créer Hero Component. Ouais, donc ça c'est ce qu'on vient de faire, d'accord. Ouais, ça il nous explique en gros, hein, si on n'avait pas effectivement... si on n'avait pas effectivement passé par CLI, il aurait fallu qu'on fasse ces déclarations également. Alors, on va peut-être regarder ce qu'on aurait pu mettre à jour, notamment souvent ces styles CSS qui ne sont pas forcément discutés. Encore que pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'action sur ça. Ok, display in list. Donc ici, évidemment, on n'avait qu'un seul héros, une classe, et là, on va créer une liste de héros. Donc on va pour le moment utiliser... on va simuler en fait une source de données qui va comprendre cette liste. Et ça va s'appeler mookheroes.ts. Donc on va l'apporter ici au niveau du composant heroes. Et à mon avis, l'idée ça va être
Ça doit être de créer directement notre tableau ici. Hein. Ok, ouais, il y a le rose. En fait, c'est une constante finalement. On va directement utiliser ici. Alors, là, a priori, on va modifier la vue. Donc, ils veulent passer par un système de liste UL-LI pour pouvoir itérer en fait la source. Et pour chaque itération, donc pour chaque valeur de la liste, afficher l'ID et le nom du héros. Donc là, on a le template de base. Je pense que je vais mettre ça au-dessus en attendant. Et ça, évidemment, ça fonctionnerait. Ça fonctionnera actuellement si j'avais qu'un seul héros, comme ici en fait. Là, j'aurais qu'une seule ligne, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on a un système qui va permettre de modifier la structure du DOM, HTML, etc. qui sont donc des instructions commençant par étoile ici. Et là, on va utiliser un système ng-for, donc une sorte de boucle, qui va parcourir toute la liste de héros de notre tableau. Et pour chaque valeur, va donc renseigner les lignes suivantes. Donc ça, on va le positionner au niveau du LI. Donc ici. Et donc pour autant de valeurs qu'il y aura dans Heroes, on va générer une ligne LI dans notre système de liste. On rajoute ici un événement donc click, donc là entre parenthèses click, dans lequel on va indiquer la méthode qui sera exécutée lors du clic. Donc ici on voit que c'est la variable héros qui va être utilisée, donc il n'y a pas de modification à faire et là non plus. En revanche, ici dans Hero Component, on va avoir besoin donc de créer cette fonction onSelect. On va voir exactement ce que tu veux. Ouais, d'accord, ok, il crée un héros. En fait, on va garder en mémoire le héros qui est sélectionné. Ça marche. Le but, c'est ça en fait. Donc, on crée un champ. Ici, je vais remonter pour que ce soit plus propre. Selected Hero, qui sera en fait ici associé au moment où tu cliques sur le héros en question. Ouais. Et donc dans le template de dessous ici, ici on va afficher le selected hero. Alors le problème c'est que par défaut, on n'a pas de héros sélectionné. Et donc à ce niveau-là, d'ailleurs on peut regarder tout de suite, hein, je pense, on va avoir des erreurs qui vont être générées. Bon, ici effectivement le champ name il est pas bon parce qu'on a dû modifier ça. Et là on est sur un champ name of undefined en fait, donc c'est ça. Donc c'est notre selected hero qui a tout simplement qui n'existe pas. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il présente, on va devoir utiliser une autre instruction qui est, en gros, ce bloc-là, on va l'afficher que si on a une valeur dans selected hero. Et donc ça, on va faire au niveau d'un div qui va donc encadrer l'ensemble de ce bloc. Je regarde juste si j'ai pas fait d'erreur là. Selected hero, je crois qu'il... Non, c'est pas une majuscule ça. Voilà, le tdiv, on va ajouter. Ok. Alors, j'ai dû faire une erreur ici sur le nom de la variable.
Ok, sauf que là, on n'a pas de héros. Donc on a un petit souci. Est-ce qu'on a bien ajouté ici nos valeurs? Oui. Ici, on récupère Hero. Ah, je crois qu'on l'avait appelé Heroes du coup. C'est ça, j'avais conservé. Et je pense qu'ici, on a utilisé le pluriel puisqu'ils sont plusieurs. Et... ouais, ici c'est bien Heroes, c'était ça le problème. Ok. Voilà, donc là on a notre liste. Alors, on a un problème de CSS. On va essayer de voir pour corriger ça. On va regarder quand même les autres modifications. D'accord. On va déjà passer le CSS. On va un rendu un peu plus proche. Alors ce qui est intéressant avec le CSS ici associé à un composant, c'est que on a bien sûr un style global qu'on a ici, qu'on pourra appliquer sur l'ensemble du projet. Mais là on va pouvoir réellement redéfinir finalement des styles pour le composant. Donc vraiment en détail, on va pouvoir modifier les aspects directement ici. Ok, donc on voit qu'on a bien les effets over, etc. Là, si on veut, ici quand je clique, on récupère le selected hero finalement, avec ses valeurs, on va pouvoir mettre à jour, ça c'est ok. Et je pense qu'ils veulent pouvoir maintenir ici, lorsqu'on clique, pouvoir maintenir en fait un effet sur la sélection. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Et pour ça, il se réfère en fait à un modificateur de classe CSS qui s'appelle classSelected. Bah, là, en l'occurrence, on veut utiliser notre style selected plutôt, hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, en gros, on doit vouloir utiliser quelque chose comme... ouais, selected, ok, et les possibilités ici. C'est ça. Et donc ça, ils vont à mon avis, ils vont le modifier là. Dans le LI. Et donc, ça s'applique que s'il y a une condition qui est validée. Et donc là, en l'occurrence, si hero égale selected hero. Ouais, d'accord, ok. Donc lorsque, ici, effectivement, on va lister tous nos héros, et lorsque le héros en question qui est itéré correspond au héros qui est sélectionné, eh bien, ils vont utiliser la classe selected. Donc de base, c'est pas le cas. Et ici, ouais, voilà, on a, voilà, avec un over qui est un peu différent d'ailleurs des autres. Donc ça correspond à ces deux styles qu'on a ici, donc le style selected. Et le hoover. Ok. Ok, c'est parti pour la troisième étape. Troisième étape, c'est de créer un système master detail component. Donc là, on va générer un nouveau composant qui va s'appeler hero detail. Ouais, en gros, l'idée, c'est ce qu'on a en fait ici, hein, c'est ça en fait, ce qu'on a ici. On a notre liste d'héros, et ensuite en dessous, on a le détail. Donc là, l'idée, c'est de mettre ça finalement dans un composant, pour qu'on puisse le réutiliser à d'autres niveaux en fait. On va passer par le terminal. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai un petit peu des trucs. Ok, c'était cela, ça marche. Donc, ng generate components et ça s'appelle hero details, je pense. Oula, hero detail. Donc là, si j'ai bien compris, cette partie-là, on va la mettre dans hero detail. Ouais, c'est ça.
Donc ici au niveau de notre code, on va avoir besoin d'utiliser... Là on a juste un héros en fait à gérer, donc on va utiliser la classe héros. Donc from notre code, c'est un peu pas le même truc, voilà. Ici, on va légèrement casser tout simplement parce qu'on ne l'utilise pas encore. Et c'est un composant en fait qu'on va appeler sur... En gros là c'est ce qu'ils nous disent, en fait ce composant là on va l'appeler de cette façon là. C'est-à-dire que au niveau de héros, là où j'ai supprimé finalement cette partie, on va du coup appeler notre composant. En gros c'est ça, on a juste externalisé le code dans un autre composant qu'on va appeler ici. Et on voudrait en fait pouvoir directement passer donc le setId hero comme paramètre de ce composant. Donc là c'est ce qu'il nous propose de faire, de définir ici, grâce à ici ce décorateur qu'on appelle input, qui va donc permettre de définir le paramètre. Ça on va le déclarer à ce niveau-là. Ouais, alors input il connaît pas, ça fait partie des, je pense, du corps. Voilà. Juste là c'est ok. Après, pas trop de changements à effectuer. Donc par défaut, il ne s'affiche pas, c'est normal. On a conservé le fait que s'il n'y a pas d'objet sélectionné, ben on n'affiche pas le bloc. Et là, quand je clique, ça ne fonctionne pas. Bon, ça ne fonctionne pas, mais j'ai pas d'erreur, donc c'est plutôt un problème. Le problème, c'est sans doute que je lui passe pas la bonne valeur. Donc ici, ouais. C'est comme ça qu'on l'a appelé en fait. Hein. Hero Detail. app Hero Detail. app Hero Detail. Ouais. Ah ouais, bon alors les valeurs affichées, ouais, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, ici c'est plus. Ça s'appelle plus Hero Selected, on l'appelait Hero. Ouais, ça correspond en fait nous à notre variable ici qui s'appelle Hero. Donc certes, ici on place la valeur selected Hero, mais elle est mappée sous le nom Hero dans notre composant. Ça devrait donc être OK maintenant. Donc si je sélectionne, voilà, j'ai bien mon détail. Ouais, c'est pas ouf ici, à mon avis j'ai manqué du style. On va essayer de corriger ça après. Ok, donc c'est tout pour ça, donc c'était assez court, mais ça permet de montrer qu'effectivement, c'est quand même intéressant de pouvoir factoriser en fait du code sous forme de composants, c'est un petit peu en plus la philosophie d'Angular, de telle sorte qu'on va pouvoir ensuite réutiliser ce composant-là à d'autres endroits et à d'autres moments. Je vais juste compléter nos styles CSS, ils ont pas mis. C'est pas grave. Alors, la notion de service, ça c'est une notion relativement importante, franchement c'est ce qui fait, je trouve, tout le charme ensuite d'Angular. Cette possibilité de pouvoir découpler les données de l'affichage, et donc finalement de ne pas, au niveau des composants, de ne pas se préoccuper de d'où proviennent les données finalement. Actuellement là on les charge depuis une constante, qu'on a déclarée ici dans notre MOOC. Mais ça évidemment c'est pas propre, parce que du coup ce sont des données qui sont intégrées dans le projet, qu'il faut référencer, qu'on doit du coup connaître par avance. Et donc la notion de service va permettre de faire une abstraction sur tout ça. Donc là en l'occurrence c'est bien ça, on va créer un service, après on peut avoir des services qui vont servir à d'autres choses, mais là on va s'en servir pour déléguer ces services à accéder aux données. Donc des données qui potentiellement peuvent être en ligne, peuvent être stockées en fait n'importe où, peu importe. Donc on va créer ce service avec la commande ng generate service hero. Donc vous vous en doutez, on peut créer ça avec ng generate s hero. Donc on l'appelle hero et lui il va tout simplement rajouter hero service dessus. Donc quand c'est comme ça, les services se créent logiquement à la racine. Voilà ici, hero.service et la classe s'appelle hero service. Alors la différence avec un composant, c'est qu'on va avoir ici ce décorateur injectable.
va voir cette notion juste après. Donc dans ce service, on va redéclarer, malgré tout à ce niveau-là, il faut bien qu'on déclare notre source de données, à savoir pour l'instant MOOC Heroes. Et on va créer une fonction qui va retourner un tableau d'héros. Juste là, rien de bien compliqué. Oui, bon, il y a quelques petits trucs qui sont apparus, notamment. Alors en fait, ici, ouais, dans composant, de la même manière que composant, ici, on va avoir des propriétés. Au niveau des services, on va en avoir d'autres. Et donc là, en l'occurrence, on a cette indication qui dit qu'effectivement, il est disponible depuis route. Alors, quand vous fournissez dans ce service au root level, Angular crée un seul, d'accord, un seul cherry instance. En fait, ce qui se passe effectivement, c'est que du coup, cette instance va être partagée, au niveau root avec l'ensemble du projet. Ouais. Ce qui n'est pas un problème en fait. Le but, c'est pas de créer 50 000 instances. Je pense que c'est juste pour des raisons d'optimisation. Là, à notre niveau, cette classe peut de toute façon être disponible sur une seule instance. Pour tout le projet, c'est pas gênant. Donc c'est OK. Donc là, il nous propose de modifier du coup Heroes Component, c'est ça. Donc Heroes Component, c'était là où on chargeait jusqu'à présent nos données. De cette façon-là, donc là, on va plus le faire comme ça. Je pense ici, on va juste se contenter de dire que c'est un tableau de héros. Ah, par contre, héros, c'est vrai, j'aurais dû le garder. Anyway. Et ici, alors on va sans doute le faire en init. Il y a tout un système de life cycle en fait, d'Angular. Juste jeter un coup d'œil. Ils nous disent en gros, c'est tout un ensemble d'événements qui vont se succéder au moment de la génération des composants, des pages, etc. Donc d'abord, vous voyez, ng changes, un init. Donc un init arrive vraiment très tôt, avant les affichages. Donc ça, c'est plutôt bien en fait. Donc l'idée de charger les données, c'est ce qu'ils disent en fait ici, avant l'affichage, c'est plutôt une bonne chose, parce que sinon, dans l'ordre, évidemment, si on charge l'interface sans avoir les données, c'est peut-être pas l'idéal. Ça, ça va voir effectivement en fonction des cas. Hop, je vais revenir ici. Donc voilà, donc dans unedit. Ah, ouais, j'ai pas encore chargé injecté justement mon service. Donc cette injection, elle se fait au niveau du constructeur du composant. Donc ici, en gros, on va appeler donc hero service, je sais pas comment ils l'ont appelé, qui a tête de type. Il faut que je sache finalement. Hero service. Ok, donc là, l'avantage, c'est qu'il va directement apporter donc, la référence de mon service. Donc là, on va obtenir un champ privé. Enfin, on va obtenir finalement un hero service, une instance d'hero service directement lorsqu'on va construire notre classe. Donc, ce qui va nous permettre d'utiliser ce service, on a donc appelé hero service, et d'appeler get. Ah, ouais, et là, c'est pas bon. Alors, hero service, j'ai un problème ici. Get hero aussi, bien sauvegarder. Hero service, ok. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Bon, bizarrement, il a pas l'air. Ah oui, ok. Autant pour moi. Oui, c'est vrai qu'en TypeScript, on a l'obligation en fait, lorsqu'on veut utiliser, par exemple, comme là, Heroes, je peux pas utiliser directement Heroes. Je peux pas dire ça égale nul par exemple. Ça, c'est pas possible. Il faut effectivement toujours référencer, faire appel à this. Bon, je trouve que c'est pas plus mal, c'est plutôt propre. Au moins, on est sûr de pas faire d'erreur. Et donc, ce qu'on va faire justement ici, là, ce this hero,
donc le tableau qu'on avait initialement, et bien effectivement on va le charger à partir de l'appel de cette méthode. Voilà, selected, j'ai supprimé, d'accord, encore d'erreurs. Des erreurs ont été commises. Ok. Donc voilà, donc là, ça doit fonctionner. On charge toujours nos données, mais simplement elles sont, on va dire, on a une couche d'abstraction, première couche. Donc ça c'est une chose. Maintenant le second point, c'est que, ça c'est très bien, mais là on est vraiment en mode synchrone, c'est-à-dire que ma page se génère, je vais chercher mes données, et en gros si ma méthode me renvoie nul, bah, j'affiche que dalle en fait derrière, mes données ne sont pas chargées. Donc là ça va parce qu'on est au niveau local du projet et les données sont directement disponibles, il n'y a pas de souci. Mais dans la vraie vie, les données souvent vont être téléchargées depuis un serveur qui va sans doute prendre un petit peu de temps pour pouvoir répondre, etc. Donc ça peut prendre du temps et donc on va préférer passer, en tout cas pour ne pas bloquer l'interface, on va préférer passer par un système de asynchrone. Donc, en gros, on va attendre que la fonction nous renvoie des données. Lorsqu'elles sont chargées, on va notifier le client pour dire ok, c'est bon, c'est chargé, tu peux maintenant les afficher. Donc ça, on a cette notion d'observable data qui est vraiment quelque chose d'assez puissant. Et donc là, ici, simplement, on va simuler, cette mécanique. En tout cas, on va rendre asynchrone notre méthode getHeroes en faisant appel donc à cette classe observable. Donc cette classe observable va venir du package RxJS, dont on a sans doute la définition ici. Donc c'est quelque chose de vraiment qui permet d'avoir justement d'avoir des interfaces beaucoup plus réactives, des choses assez poussées en fait. Et donc là c'est fourni également par Google, et c'est quelque chose qui est relativement utilisé fréquemment dans beaucoup de projets, en tout cas aujourd'hui avec JavaScript. Donc on va utiliser ceci. Alors le package RxJS par défaut, il est effectivement ajouté ici. On va le retrouver RxJS dans les dépendances de notre projet. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir directement l'utiliser. Donc ça on va l'utiliser, laissez-moi réfléchir, dans le niveau service. Alors en général ce que j'essaie de faire, c'est en gros les classes, les packages Angular officiels je les mets directement en haut, les seconds, les vendors, etc. je vais les mettre plutôt ici, et ceux que moi je crée, je vais les mettre au niveau le plus bas. Donc ici on va juste créer ça, observable. Alors simplement en fait c'est un type générique je crois, cette fonction là en fait permet de dire en gros je peux rendre observable n'importe quoi, c'est un template générique, je passe simplement par contre mon type ici, et à partir de là, j'obtiens un observable de ce type-là. Donc là, on a un observable de type tableau hero. Là, évidemment, notre méthode, par contre, elle ne renvoie pas le bon type. Donc pour ça, on a une autre fonction, qui est tout simplement la fonction off, et qui va permettre de transformer notre tableau en un observable. C'est relativement pratique. Donc là, on est toujours dans un niveau de simulation, on va dire. Mais en tout cas, on est déjà sur une interface qui va permettre d'accepter des données de manière asynchrone. C'est ça l'objectif pour l'instant. Donc ça va être la deuxième modification. C'est que du coup, au niveau de notre composant hero, on récupérait nos données jusqu'à présent de manière synchrone, on va maintenant le faire de manière asynchrone. Donc pour ça, on va utiliser un mécanisme de souscription. En gros, le principe, c'est que le composant va s'abonner à notre méthode ici, qui est observable, mais simplement il va attendre que celle-ci lui dise ok c'est bon, tu peux lire les données. En gros il va attendre d'être notifié, ou de savoir en tout cas que les données sont disponibles, pour seulement les lire et alimenter du coup notre tableau. Donc c'est ce mécanisme là qui va créer le système asynchrone, qui va permettre de mettre en attente le chargement de données sans bloquer le reste de l'exécution de l'application et de l'interface. Ça c'est un point très important. C'est ce qui fait un petit peu la magie des solutions comme Angular et des solutions modernes aujourd'hui avec Vue et autres frameworks. Donc dans notre héros ici, donc là il nous le dit, hein, ça ne correspond pas, en gros c'est pas bon. Alors je vais essayer de le faire de mémoire. Donc là on part plutôt ici de ça, où on va subscribe
Et en gros, ce qu'on a besoin, c'est de lui donner la méthode, la fonction, qui va être utilisée lorsque tout va bien se passer. Donc la première fonction qu'on va définir, donc une fonction de ce type-là, on dit les valeurs, data, tu vas les traiter telles que une fonction. Donc dès que tu me renvoies des datas, tu les traites avec cette fonction-là. Donc là, c'est le mécanisme de... c'est les fonctions, comment on appelle ça, fonction anonyme, je crois. Ouais, c'est quelque chose comme ça en fait. Et donc la fonction toute simple, c'est de dire bah, je charge mes données avec data. Ouais, je crois que globalement c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, en fait, la fonction anonyme, c'est ça. Ouais. En gros, on donne juste le prototype et comment ça va se passer. Ok, ok. Alors maintenant, ils veulent également qu'on ajoute un composant qui va permettre de générer des messages. En gros, un système de log. Pourquoi pas. On va faire ça. ng generate component message. S, pas S, pas S. En général, l'arrêt c'est plutôt pas S. Et simplement sur les listes, on va plutôt mettre le S. Sur ça d'ailleurs, il y a un guide, hein, je pense. Quick référence, ouais, ça doit être le stack guide. Là, ici, tu dois donner un certain nombre d'indications sur comment bien respecter les règles de nommage, etc. En fait. Ok, donc le composant, est-ce qu'il va y avoir exactement comme... Ah, mince, c'était un service. Ah non, autant pour moi, on crée un composant et après on crée un service. Donc le composant, simplement, on va l'intégrer en bas de page. Ça marche, donc ici. C'est pas grave, ici. Dans la vue. En gros, il va se mettre en dessous. On va générer, donc du coup, si j'ai bien compris, ng generate service qui va s'appeler message. Ah. C'est pas le bon endroit. Donc voilà, classiquement, qui va simplement en fait contenir un tableau de chaînes de caractères et un système qui va permettre de vider le tableau et d'ajouter, d'empiler en fait un message dedans. Ok. Je vais simplement copier-coller, là il n'y a pas trop de difficultés pour comprendre ça. Message, donc là c'est notre message component, ça marche, et message service ici. Très bon. Maintenant, comment on va l'utiliser? Alors, on va utiliser dans Hero Service. D'accord. Donc, on va l'injecter ici dans le constructeur. Ouais, d'accord. C'est un exemple, comme ils disent. En gros, c'est un exemple de service qui va être injecté dans un service. Alors, c'est vrai que c'est pas la fonction d'un service, c'est pas forcément d'être utilisé dans un composant. Il y a plusieurs manières de faire. Et ça, c'en est une. Ok. Ouais, d'accord, ok. En fait, simplement, on va loguer les activités du service de chargement de données. Voilà, notre message service, on va le référencer, c'est ok. Et ici, ok, ils veulent simplement indiquer quand on fait appel à la fonction. Ensuite, dans le composant, on va également le réutiliser pour afficher donc, les valeurs. Donc, au niveau de message, hop. Ah non, au niveau du composant, autant pour moi.
au niveau interface de ce composant, on va créer quelque chose, donc la même mécanique en gros, hein, s'il n'y a rien à afficher, on n'affiche rien. Par contre, s'il y a des messages, eh bien, on les affiche avec le système. Voilà, on va pas se casser la tête, on utilise juste un div avec ngForce, c'est-à-dire qu'on va créer ce bloc-là autant qu'il y aura de messages disponibles. On affiche le message en brut, et par contre, on créera un bouton juste au-dessus qui permettra d'appeler une méthode clear, donc qui permettra de vider la pile. Donc ça, c'est OK. Donc ici, dans sa vue, voilà, on a ce système-là. Et simplement ici, on va donc avoir une fonction qui va s'appeler clear. Ah non, d'accord, on appelle directement. Ok. Donc du coup là, on a quelque chose de spécifique parce qu'on voit que dans la vue, on va devoir appeler message service. Et donc, à l'inverse de Hero Service où on l'utilisait simplement en champ privé, parce qu'il n'y a pas matière à l'utiliser en dehors. Ici, en revanche, on a besoin de pouvoir l'utiliser en dehors de notre classe. Et donc c'est pour ça que Message Services est public. Et ce qui va permettre, donc dans la vue, d'aller appeler directement notamment, ou d'aller lire directement les messages. Et donc finalement notre composant, il n'y a pas de méthode particulière. Si on appelle directement les services depuis l'interface. Donc ça va, tac tac tac. J'aurais toujours un petit peu de CSS à récupérer. Ici, notre message. Ok, donc on voit les différents styles qui vont être utilisés. Ça va être flashy, je pense, avec un peu de rouge. Ok, ça marche. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai peut-être mis un S en trop, ou c'est moi qui ai oublié le S. Finalement, ils en voulaient un. Ce qui est clair, c'est que ici, dans Hero, on s'est app. J'ai pas de composant message. Ouais, donc en fait, on a un message de téléchargement de la page, tout simplement parce que la première fois, déjà, on va faire appel à notre service. Donc c'est la raison pour laquelle, ici, eh on a déjà un premier message. Si je clique dessus, pas de changement, ok, ça marche. Modification, ok. En particulier, on voit qu'on peut supprimer. Il n'y a pas de rechargement, donc ça c'est quand même intéressant, finalement, parce que ça permet de bien vérifier que la page, en fait, ici, les exécutions ne font pas de rappel, en tout cas on ne va pas recharger les données, elles sont chargées une fois, et là il n'y a pas de raison d'aller reconsulter le service, donc on voit que le service n'est pas reconsulté. Si je recharge la page, là le service est consulté. S'il y avait eu un autre appel donc à ce chargement de données, ben on aurait d'autres entrées qui seraient générées. Là ce n'est pas le cas. C'est un bon exemple en fait pour essayer de comprendre un petit peu les mécaniques. L'intérêt d'être sur ce format donc asynchrone, un petit peu le côté magique d'Angular qui fait que l'interface reste statique, il y a très peu de rechargement, en tout cas les rechargements sont minimisés, c'est-à-dire qu'on ne va pas recharger toute la page. Là, c'est le cas en fait ici, hein. On va juste charger par exemple un composant, mais on ne recharge pas tout le reste des éléments. Alors, dernier point que je voulais aborder, puisque c'est le routing. Le routing, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et concrètement, le routing, c'est ce qui va permettre de faire de la navigation. Donc là, ce qu'il nous propose pour ça, c'est de créer... donc là, en fait, le routing, voilà, ça se fait vraiment au plus haut niveau, hein. Donc en général, on peut le trouver en tout cas dans app module. Le problème, c'est que c'est relativement verbeux, puisque chaque page, en tout cas pour chaque élément de routine qu'on va vouloir documenter, on va avoir pas mal d'instructions, de dépendances, etc. qu'il va falloir gérer. Et donc c'est plus propre, a priori, de le mettre dans un module séparé, spécifique. Alors là, ils utilisent l'option flat, qui permet de générer le module donc, au niveau racine. Et il demande, il demande aussi du coup à app module de directement enregistrer, référencer et déclarer le module en question. Ça, je vais faire un petit copier-coller.
On est parti. Voilà. Donc, on doit voir quelque chose apparaître ici. App routing. OK. Et du coup, on voit que app module a bien référencé ici notre module. Donc voilà, ce qui permettra de le rendre tout de suite disponible. On n'a pas. En tout cas, on ne l'oubliera pas. Alors, on va donc aller dans app routing et on va importer donc les différents éléments. Ouais, donc command module, on n'en a pas besoin, donc c'est pour ça que là, il propose tout de suite de le supprimer. Et en revanche, on va utiliser router module et routes. Donc là, on va alléger. Alors, on ne l'importe pas d'autant plus que, à mon avis, il doit être déjà disponible. C'est pas impossible qu'il soit déjà. Ouais, même pas en fait. Sinon, c'est pas utile, tout simplement. Donc, router module et routes qui viennent donc ici d'Angular Router. Toup. Ouais, ici c'est important, c'est que ce module, comme on va l'importer, on doit également savoir ce qu'on va exporter finalement. Donc là on va exporter router module. Et très bien, pas de déclaration. Ok, on va simplifier tout ça. Ici on va créer un tableau de route sous forme d'une constante. Et l'exemple, pourquoi il n'y a pas ça? Ouais, parce que voilà, c'est ça. En fait, ici, il va falloir rajouter à chaque fois, évidemment, les imports de nos modules. Donc là, ici, il crée une route par défaut, path, qui va s'appeler Heroes, et qui fait référence au composant Heroes Component. Donc ça, voilà. Donc, le path, évidemment, c'est ce qui va correspondre ici à notre URL. Alors, pour que ça fonctionne maintenant ici, il va falloir importer, en revanche, il y a bien un petit import quand même à prévoir. On va importer l'autre module qu'on a mis ici. Et on va lui dire pour route, tu prends les routes. Celui-là, ok. Pour que ce système de navigation fonctionne, il va falloir ajouter un composant particulier qui est le routeur outlet. Ok, en fait le routeur outlet c'est un petit peu la zone dans laquelle vont se charger les composants. Donc là, si on prenait notre composant hero, juste à présent, on se voit dans l'affichage par défaut, app ici, voilà, on a le titre, on chargeait directement notre composant, et on avait un système de log en bas. Donc là, l'idée c'est que maintenant, ici dans cette zone-là, on veut pouvoir charger dynamiquement d'autres composants. Donc là, pour ça, on va utiliser le routeur outlet. Et donc ça, ce routeur outlet, lui, il va prendre ses consignes à partir donc d'app routing et des routes, des chemins qui vont être donnés. Donc si je tape un slash heroes au niveau de ma route, et bien lui, c'est que dans ce routeur outlet, il va devoir charger le composant heroes component. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on avait jusqu'à présent. Il propose de faire un ngserve, donc pour nous, je crois que c'est bon, on est toujours chargé. Donc là, il se passe rien, parce qu'en fait, notre route ici, elle ne correspond pas à ce qu'on a enregistré. Donc, on va ajouter heroes. Et là, en théorie, voilà, on devrait donc retrouver du coup notre composant. Donc c'est ok. On poursuit. Alors, donc ça c'est bien. Par contre, pour passer d'une vue à une autre, la fonctionnalité qui est proposée, c'est d'utiliser router link. Donc, router link, donc on va positionner dans une balise ihref classique. Donc là, on va mettre ici, on va mettre ça au niveau de l'interface principale app, sous le titre, je pense, de slash heroes. Voilà, ce qui fait que déjà là, maintenant, lorsqu'on n'est pas, sur cette route par défaut, on a quand même un lien qui nous permet d'aller là. Ok. Tout va bien. Ouais, l'intérêt d'utiliser ce système-là, évidemment, c'est qu'on n'est pas sur un système de... C'est pareil, on va éviter de faire un rechargement complet de la page. On est bien dans une mécanique où on va aller... on utilise les fonctionnalités spécifiques
les fonctionnalités spécifiques d'Angular. Et c'est l'intérêt. Sinon, effectivement, on aurait juste pu faire un IHREF quelque part, c'était la même chose, mais on perdrait effectivement tout un ensemble d'avantages. Ouais, il nous propose d'aller rajouter les CSS, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que sinon on se rend pas bien compte. Là c'est le final code, app, déjà app, tu vois, il m'en manque je pense ici. On va faire ça tout de suite, ça c'est tranquille. Ah, dashboard, ça par contre on l'a pas encore vu. Heroes CSS, on va refresh si jamais. Hop, c'est bon. Hero Detail. Juste par précaution. Ah bah non, carrément, je l'avais pas mis non plus. Parfait. Voilà. On revient à la suite de la navigation. Donc il y a pas mal de changements à prendre. On va essayer d'accélérer. Je pourrais pas trop dépasser 1 heure quand même sur cette vidéo. Alors, les routes. On va donc ici. Ouais, pour le... Ok, je vois. Ok. Donc là, ils veulent qu'on ajoute sur cette route-là, qui est une route donc spécifique. En fait, c'est une route qui va prendre un paramètre dans l'URL, qui va être l'ID. En gros, c'est le fameux composant détail pour lequel on veut pouvoir afficher les attributs d'un héros en particulier. Donc là, si je veux pas me casser la tête, je peux t'ajouter par défaut. Ouais, si ce n'est que dashboard, je sais pas pourquoi je l'ai pas créé. J'ai dû rater une étape où on crée un dashboard. Ah ouais, j'étais pas du tout au bon endroit. Ok, j'ai peut-être été un petit peu trop vite. Donc on va générer notre dashboard. Alors le dashboard, est-ce qu'il nous donne un exemple de ce que c'est Non, ok. Mais je pense tout simplement, le but c'est d'avoir les principaux héros. En fait, c'est des héros qui sont un petit peu mis en avant dans le système. Donc il doit y avoir 4 ou 5 héros comme ça qui sont mis affichés sous forme de vignettes. Alors justement, on a ici la vue. Ouais, on a ici la vue. Alors là, j'ai l'impression par contre qu'ils prennent tout, mais bon. On va voir. Le fichier TS. Alors, le fichier TS, en gros, c'est la même chose que notre liste d'héros qu'on avait avec un ULLI. Hein. Simplement, ici, ouais, on n'en prend que 4. Enfin, on prend que de 1 à 5, ouais, ça fait faire 4. C'est ça, en gros, on utilise la même chose, on va aller chercher service, mais on va faire un slice sur la liste qui est retournée. Ok. Pas grand chose à dire finalement, c'est vraiment la même chose. Dashboard, boom. Donc on a le service, etc. Je vous explique pas, c'est pareil que Heroes Component. Et du coup le CSS. Le CSS là qui est un petit peu spécifique, on va voir ce que ça va donner. Ok, CTRL S. Est-ce qu'on est bon? Non, parce que du coup mon routine, quoi tu veux. Voici, ça va peut-être charger quand même. Absolument pas. Dashboard is not defined. Dashboard is not defined. Ah ouais. Bah non. Ah, il n'est pas defined parce qu'ici je ne l'ai pas ajouté. Ça c'est sûr. Et Heroes Detail. Ok non plus. Donc ça devrait être ok, effectivement. Voilà, donc là en fait,
on voit que par défaut, quand je me positionne sur l'adresse de base, en fait, je suis redirigé finalement vers dashboard. Donc ça, c'est quelque chose qui est en fait ici. En gros, c'est précisé ici. S'il n'y a pas de chemin spécifié, on va rediriger sur /dashboard. Et dashboard, et bien en gros, il sait qu'il doit charger ce composant-là, etc., etc. Donc ça, du coup, on va revenir donc dans la suite. Ici, ouais, pour faire plus propre, il nous propose d'ajouter 2 systèmes de navigation sur la page principale. Voilà. Donc dashboard ou la liste. Pour l'instant, il n'y a pas d'événement associé. Et ensuite, l'étape suivante, c'est donc de pouvoir naviguer to Hero Details. En fait, à mon avis, je pense qu'ils veulent que si on clique sur une des vignettes, ici, eh bien, on est tout de suite accès à la modification du héros. Ouais, plus les autres cas en fait. On va un petit peu retravailler la manière dont on fait appel à ce composant. Alors, pour pouvoir du coup interpréter ce système d'URL, je pense qu'on va avoir besoin d'un truc un peu spécifique. Attends, là j'essaie de comprendre. Donc dashboard component, pourquoi on nous reparle de dashboard component? Ah ouais, d'accord, ok. Ce qu'ils veulent faire ici, c'est ajouter donc ce fameux lien qui va correspondre au chemin qu'on a vu. Ok, on a évoqué. On va rajouter un router link en fait au niveau de la vignette. Alors c'est dans dashboard. Donc en fait à ce niveau-là, on va rajouter un router link. /a, d'accord, ça marche. Du coup ce truc là, je pense que je la pose un. Oh, attends, c'est bizarre là, je pense. Ouais, je pensais ça. Mais alors là, je fais vite fait. Ouais, on passe bien à ce niveau-là. Bon, du coup, ça c'est pas traité, c'est ce qu'on va voir après. Mais bon, moi à ce niveau-là, on a déjà modifié donc ça dans dashboard. Ensuite, il faut le modifier dans la liste de héros. Donc, le même principe. En gros, on va supprimer carrément même le set tilt là, visiblement. Et on supprime aussi le système de clic. Ok, parce que là, on va directement finalement, l'événement va être généré au niveau routage. Ouais. Donc heroes ici, donc on va perdre ces deux notions là. Ouais, d'accord, c'est mon A et donc avant le LI. Donc avant le LI, toi tu restes. Oh là, attends. C'est ça? Franchement, ça me paraît assez choquant, non? Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que c'était choquant. En fait, c'est dans intérieur du LI. Bah, je suis bête. Je sais pas pourquoi je voulais mettre un A dans un LI, ça avait pas de sens. Ok, ok. Slash A. Voilà. Donc, ok. Et dernière modification ou pas. Ouais, donc du coup, il propose de retirer le code qui sert plus à rien. En l'occurrence, du coup, dans Hero, tout ce qui permettait de faire ça. Un select. C'était Hero, je pense qu'on va devoir le garder. C'était. Enfin, non, même pas. Même pas. Ouais. Et donc là, on va intégrer dans Hero Detail ce système qui va permettre d'intercepter la valeur qui est passée en paramètre de l'URL. Donc pour ça, on va utiliser Activated Road and Location. Dans Hero Detail.
Ok, alors je vais voir comment ils font ça. Ouais, dans le constructeur du coup, on va initialiser comme ceci. Hero Service. Pourquoi j'ai perdu Hero Service? C'est bizarre par contre. On utilise Hero Service de base ici. Ah. Ouais, on va en avoir besoin du coup je pense, parce qu'avant on passait directement le héros et c'était facile. Là on va devoir aller réinterroger la valeur, d'accord, c'est ça en fait la différence aussi. Ah ouais, donc il y a aussi un petit changement, je pense, à ce niveau-là. On n'aura plus de input à vérifier, mais du coup ça me paraît plus utile. On va tout passer par des systèmes de service, j'ai l'impression. Comme je vous disais, jusqu'à présent, ici, on avait ça en fait. Donc ça, on va plus l'utiliser parce que là, on passait directement le héros qui était sélectionné. Là, maintenant, on va faire un système qui va appeler le composant en passant le héros sélectionné par son identifiant. Donc, on va plus lui passer directement le héros par valeur. Ça, c'est la première différence. Et ce qui implique qu'on va devoir créer dans Hero Service eh bien, une méthode qui va permettre d'obtenir simplement un seul héros. Je pense qu'on peut faire ça assez facilement. C'est un peu la même manière dont on va créer un type observable. On va entrer une entrée de log dans notre système de message service et on va return heroes off. Non, en fait, oui, tout simplement, nous on a déjà les données qui sont disponibles ici dans Heroes, donc on va simplement utiliser la fonction find, telle que le héros retourné sera le héros pour lequel l'identifiant est celui qui est passé ici en paramètre. Ok. Voilà, get hero. Ce qui fait que je vois pas d'erreur déjà pour l'instant, mais ce qui fait que ici, non, c'était pas là. On était dans quoi déjà? On était dans Hero Détail. Voilà, ici on a donc cette fonction qui maintenant permet à partir de l'idée. On va essayer de décomposer ce qu'on fait. Get Hero, ici. Ça déjà c'est appelé dès l'initialisation. Donc dès que ce composant là est appelé, c'est-à-dire jusqu'à maintenant ça va être par le système de routing. Donc dès qu'il va être appelé par /détail, on va arriver ici. On va charger getHero. getHero, en gros, on va aller chercher dans root, donc le système d'activated root, qui permet de récupérer le paramètre ID. Donc là, en espérant qu'il soit renseigné, sinon je pense qu'on aura peut-être une erreur. On récupère cet ID sous forme d'un string et qu'on va ici passer dans getHero. Voilà. Alors, tout simplement parce que du coup, je suppose que dans Heroes Service, on devait définir un string, c'est pour ça. Sinon, je pense qu'un INT c'était pas trop mal, mais. Ah non, c'est un number en fait. Oui, donc je dis une bêtise. Ici, le plus, justement, c'est pour forcer un typage de la chaîne de caractères getID qui renvoie effectivement un string pour le forcer à devenir un entier, un number en tout cas, qu'on va utiliser directement ici. C'est un peu plus propre. Et effectivement, puisque de toute façon, dans notre classe, hero est aussi un number, ce qui permet effectivement de pouvoir faire la comparaison qui va bien. Et donc là, ici, on va charger hero. Donc pour moi, si ça c'est plus nécessaire de passer un input, même si, au fond, on aurait pu conserver la mécanique. C'est-à-dire que l'un et l'autre, c'était pas incompatible. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'ils ont fait. On va regarder après.
Non, bah ils l'ont supprimé, mais après, honnêtement, je pense que ça pouvait se conserver sans trop de difficulté. Alors ici, on va avoir la possibilité de revenir en arrière, donc en fait de faire un URL patch. Donc c'est ici qu'on va le mettre. On va ici en fait rajouter un bouton dans Hero Detail. Hero Detail. On va rajouter ici en bas un bouton qui permet simplement donc de faire un go back. Et le go back, c'est ce qu'on a mis ici, c'est un location.back. Location qui vient ici de cette classe. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que c'est tout? Ouais, là on va faire quelques tests. Et a priori, c'est terminé. Donc faisons quelques tests pour voir si tout se passe bien. Donc ici, déjà, on passe un 12, ça marche. Alors, on va faire une modification. Ici, mettre par exemple un nouvel héros qui va s'appeler Mandrak. Je vais faire un go back. Et voilà. Donc là, on voit que bah, même si nos données sont pas stockées, on va dire, en base de données, etc., en tout cas, au sein de l'application, là, tant qu'elle n'est pas rafraîchie, on voit qu'on a une conservation, des variables qui se fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Heroes. Ah, Heroes aussi, on a un problème de binding. Oh là, oui, à mon avis, c'est j'ai modifié, j'ai oublié. C'est un problème HTML, ça. C'est Heroes. Heroes Component. Le parti HTML. Je vais pas que sa tête, je vais recopier. Ouais, d'ailleurs, ce composant-là, au passage, c'est vrai qu'on en a plus besoin. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, ok. Bon, je sais pas trop où situer les rames, mais voilà, comme ça, c'est bon. Ici, on passe bien, donc. Au point de vue détail, au niveau du dashboard, ok, Narco, Magneta, c'est les 1. Ok, attends, on peut juste faire un test. On essaie de faire foirer le truc, par exemple si je mets rien. Ouais, c'est ce que je pensais. Effectivement, ici on n'a pas géré, ce cas-là n'est pas géré. Ok, eh bien écoutez, je pense que c'est bon pour cette première vidéo sur Angular. Donc l'idée c'était de suivre ensemble le tutoriel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire par eux-mêmes, et je vous invite effectivement à le faire par vous-même. Mais si jamais vous bloquez, comme ça vous permet d'avoir une vidéo sur laquelle vous avez quelques explications et un exemple fonctionnel. On a essayé de suivre quand même globalement les différentes étapes. J'ai essayé d'aborder avec vous la structure. On a vu donc les notions de composants, de services, les fichiers de configuration. On a essayé de voir un petit peu comment tout ça s'orchestrait. Il reste une étape que j'ai pas faite parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément utile. Là, le système en fait, c'est simplement de simuler en fait les données qui sont en mémoire, parce que là vous voyez que les données sont sauvegardées juste à ce que je fasse un refresh en fait de la page. Dès que je fais un refresh de la page, là, ici je vais avoir mon batch, je fais un batch, il est là, ok tout va bien, etc. Je le conserve. Par contre si je fais un refresh, évidemment mon application elle est relancée, réinitialisée, et mes données sont perdues. Donc là avec ce système là qui propose, ils vont simuler en fait les données qui sont à être stockées en mémoire. Il y a toute une API là, qui est fournie, qui est documentée, qui va permettre de simuler ça comme si finalement on interrogeait un serveur web distant. Alors c'est quelque chose qu'on va faire que je vais faire en tout cas dans les vidéos suivantes, mais avec un vrai serveur. Donc voilà, vous pouvez le faire si vous voulez effectivement simuler ça et puis voir comment ça se comporte, en simulant même des délais de réponse, etc. Mais là je le ferai pas dans ce cadre-là, surtout que ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à faire vos remarques, à poser vos questions. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle justement on va utiliser une base de données. Allez, à tantôt!